qui est absolument effrayante, une étude Ipsos commandée par le Centre national du livre, qui montre que la pratique de la lecture chez les 7-19 ans est en chute libre. Et alors, si on prend la catégorie d'âge des 16-19 ans, ils passent moins d'1h25 à lire par semaine, quand ils passent 5h10 par jour sur leurs écrans. La différence est absolument vertigineuse. Et pour moi, tout est lié. Quand on n'a pas les mots pour s'exprimer, eh bien, c'est la violence qui devient un langage quotidien. On va juste écouter Emmanuel Macron, qui lui a demandé, en se rendant, je crois, au Festival du Livre de Paris, il y a très peu de temps, à ce qu'il y ait quasiment un quart d'heure ou une demi-heure de lecture imposée aux enfants. On va l'écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il va nous falloir relancer très fortement l'initiative pour la lecture. Donc j'ai demandé à la ministre, et on va y travailler ardemment, à l'école, dans les bibliothèques, mais en quelque sorte dans tous les lieux où nos enfants se trouvent, les crèches et autres, s'assurer qu'on a des livres, mettre plus de livres, inciter à la lecture et peut-être maintenant systématiser ces rites de lecture quotidienne. Un quart d'heure, une demi-heure de lecture chaque jour pour nos enfants. C'est, je crois, un geste très simple qu'on peut organiser dans la société. Pour Emmanuel Macron. Alors, il y a beaucoup d'injonctions dans cette société, mais l'injonction à lire, c'est pas une injonction comme les autres, Michel Onfray. C'est une journée de la femme. C'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est autre chose. Oui, c'est une journée de la femme, et puis le restant de l'année, on a le droit d'être misogyne. Ritualiser, c'était quoi l'expression? Oui, ritualiser la lecture. Le rituel. Donc, ça doit être un rituel. C'est pas un rituel, ça s'appelle l'éducation nationale. Bon, mon père, il a quitté l'école, il savait lire, écrire, et il a été ouvrier agricole toute sa vie. Il a quitté à 13 ou 14 ans, il savait lire, non pas parce qu'il avait vu un rituel de lecture qui aurait montré qu'il y avait une espèce de truc magique qui s'appelle le livre, regardez les enfants, il y avait ce genre de choses. Il y a encore quelques temps, Gabriel Attal, qui est une espèce de ministre de l'éducation nationale bis, était en train de nous expliquer tout ça, formidable, puis il ajoutait, et puis aussi l'écran ceci et l'écran cela, etc. On dit, ben voilà, quoi, c'est le en même temps. Il ne veut pas d'une génération TikTok, qui est un réseau social très connu chez les jeunes. De dire une chose pareille, moi quand j'étais jeune homme, j'allais dans une bibliothèque. Il y en a encore, il y en a encore, Michel, des bibliothèques. Oui, il y a encore des bibliothèques. Des bibliothèques peut-être, mais quand on a commencé à dire, voilà, on a des médiathèques, ça voulait dire qu'on mettait à égalité, à l'époque c'était des cassettes VHS, ou c'était des disques 33 tours, et on disait, voilà, maintenant vous avez des disques, des cassettes VHS, des cassettes audio, et puis vous avez aussi les livres. C'était mettre le loup dans la bergerie. Il n'y avait qu'à faire une médiathèque avec des trucs pour des médias, mais un livre n'est pas un média comme les autres. Et on aurait très bien pu dire, non, c'est un sanctuaire. Pas du tout. C'est-à-dire on a commencé à toucher au livre, puis après on a commencé à faire une littérature pour enfants qui était une espèce de bouillie idéologique, alors que finalement on a des grands auteurs. Je relisais aujourd'hui, quand je dis relire, c'est vraiment relire, la chèvre de Monsieur Seguin. Des choses que j'ai lues quand j'étais à l'école, et je me suis dit, tiens, à quoi ça ressemblait véritablement ce texte d'Alphonse Daudet, très très intéressant. Parce que c'est une leçon de morale en même temps, sur cette espèce de désir, de liberté, en disant « Ah, la liberté, attention, il y a des loups dans un monde qui... » etc. Et on se dit, bien sûr, c'est l'histoire d'un berger avec sa petite chèvre, mais d'un chevrier et avec sa petite chèvre, mais en même temps, c'est une leçon de morale. Bien sûr. Et on peut très bien dire, mais regardez, amenez les enfants au livre avec des histoires comme celle-ci. Je lis des contes de Maupassant ces temps-ci aussi, mais il y a un tas de contes qui sont des leçons de philosophie pour les enfants. Et plutôt que d'avoir une espèce de rituel de ceci ou je ne sais quoi, juste dire, mais l'école, c'est le lieu du livre, c'est pas le lieu du média, c'est pas le lieu de l'ordinateur, c'est pas le lieu de la tablette, c'est pas le lieu de l'écran. C'est aussi ce lieu-là, aujourd'hui en 2024. Oui, c'est surtout. C'est-à-dire aujourd'hui, on apprend la grammaire ou la syntaxe avec une tablette. Ordinateur, et non plus avec la main, avec le papier, avec l'écriture. Ce qui se passe par la main, ça sollicite pas le même cerveau. On est d'accord, pas le même endroit du cerveau. Mais pour en revenir au constat que je faisais, c'est-à-dire moins vous avez de mots en fait à votre disposition dans votre vocabulaire, plus votre vie en société est difficile et plus vous êtes amené peut-être à être violent parce que quand vous ne pouvez pas vous exprimer, quand vous ne comprenez pas les codes de la société dans laquelle vous vivez, la violence est peut-être parfois la réponse la plus simple. Oui, parce que vous avez raison, si on a des difficultés, on voit bien, quand les gens parlent d'où ils viennent. Bourdieu avait écrit un livre qui s'appelait « Ce que parler veut dire ». Et on voit bien que dans la façon de parler, dans les mots qu'on utilise, dans l'étendue du spectre, le vocabulaire, dans la nature de la syntaxe, dans l'usage du ton. Vous savez, des gens qui parlent d'une manière assez particulière, étonnante. Il y a une publicité, je ne vais pas la dire, mais il y a un moment donné, on a l'impression que ces gens-là se mettent à parler comme François Hollande. La France, elle est ceci. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Et donc, il y a un moment donné où on voit bien que des gens maîtrisent les codes linguistiques, les codes du langage, les codes du vocabulaire, et qu'ils peuvent avoir un débat.
d'accord, pas d'accord, ils peuvent utiliser l'ironie, ils peuvent utiliser l'humour, ils peuvent calmer le jeu, ils peuvent envoyer une pique pour répondre avec une espèce de mise à distance, etc. Tous les gens qui sont incapables de ça, immédiatement, ils insultent. Et dès que l'insulte suit, d'abord le langage, l'insulte, c'est la fin du langage. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est la première gifle, le premier coup de pied, et puis on revient. Vous avez vu ce genre de choses? Et les gens reviennent avec des couteaux. Ils reviennent, quand ils n'ont pas le couteau sur eux, ils reviennent avec des tournevis, des marteaux. Les jeunes. Oui. Que... Mais tout est lié pour vous, oui, le fait sûr. que la lecture s'effondre dans notre pays, parce que là on a les chiffres sous les yeux, et on peut lier ça à l'augmentation de la violence? Alors là, pour le coup, il faudrait revenir à cette idée au statut de la violence. Je pense que dans le judéo-christianisme, même si, je le redis, il y a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament matière à justifier des actes violents, il n'y a pas eu les croisades, l'Inquisition par hasard, il y avait des textes de saint Paul qui le permettaient, mais il y a quand même dans le Coran une culture viriloïde. Viril, okay. Les mecs, les hommes, les durs, les costauds, les tatoués. Ce sont des guerriers, ce sont des gens qui sont avec leurs chevaux et qui vont faire des expéditions punitives et qui égorgent et qui coupent la tête, etc. C'est une éthique de combat. Comme l'éthique féodale chez nous au Moyen-Âge, c'était aussi une éthique de combat. Il faut faire avec la société. L'islam est une religion qui pense le monde à partir de catégories du 7e siècle de notre ère. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, on se dit, mais c'est une éthique tout à fait particulière. La morale du désert, la morale chevaleresque des Arabes du désert, elle peut fonctionner dans une logique tribale, de tribu, donc pour le coup, au sens premier du terme. Est-ce qu'elle peut aussi fonctionner exactement de la même manière au XXIe siècle ? S'il n'y a pas de travail expliquant que, attention, peut-être qu'on peut être un peu plus subtil, ce que je disais tout à l'heure de cet ami qui me disait, mais l'islam n'interdit pas l'alcool, il interdit un certain type d'usage de l'alcool. C'est plus du tout la même chose. Mais l'islam n'interdit pas la lecture. Alors ça dépend quel type de lecture. Vous allez toujours pouvoir trouver le verset dans la sourate qui nous dit que on doit augmenter son savoir jusqu'à la Chine. Si on a envie de savoir des choses sur Dieu, et il faut effectivement, donc des gens vous disent, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il faut être cultivé, intelligent, réfléchir, etc. Oui, bien sûr. Et puis après, vous avez un verset qui dit le contraire. Suivant qu'un individu ira prélever le verset qui justifiera l'intelligence, ou il justifiera avec un verset qui lui justifie la décapitation, ça viendra du même texte, ça ne donnera pas la même société. Mais j'ai bien peur que le problème de la lecture chez les jeunes soit évidemment un problème très général et pas lié à telle ou telle religion. C'est vraiment un problème qui touche absolument tous les jeunes, toutes les catégories sociaux. Oui, mais la lecture du Coran, vous avez une lecture musulmane du Coran, et qui est une lecture de la répétition. Vous avez une lecture occidentale qui est une lecture de commentaires, ce qui ne signifie pas exactement la même chose. Bon, allez, on fait une petite pause, Michel Onfray, sur cette première partie qui était passionnante. On va se retrouver dans un instant